Et on est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette deuxième édition de l'émission Motion Design, qui est maintenant le Motion Beer Podcast. Voilà, une émission en direct pour les motion designers. Et cette semaine, on va encore parler de la relation client. Alors, cette semaine, malheureusement, je ne suis pas accompagné de Loïc, qui n'a pas pu être présent parmi nous. Il va nous manquer, il sera là sûrement pour la prochaine édition. Mais pour compenser un petit peu, j'ai avec moi deux invités exceptionnels, Mathieu Colombel et Cyril Izarn. Alors je pense qu'avant de commencer l'émission, je vous propose simplement de vous présenter pour les trois auditeurs que nous avons en live, mais également pour les futurs auditeurs du replay. Donc à qui l'honneur ? Vas-y Cyril. Je t'en prie. Non, je t'en prie. Je t'en c'est comme ça. Oui, donc moi Cyril Izarn, motion designer. Ça commence à faire quelques années que je bosse. J'ai commencé en 2011. Avant, je faisais du web. Et voilà, en indépendant. J'ai commencé à Montréal. Et voilà. Et après, en 2015, j'ai monté un studio qui s'appelle Noble avec Julien Nantiec, qui est aussi motion designer. Et depuis, on continue cette petite aventure. Donc, on est passé d'indépendant à studio. On travaille sur des projets un petit peu plus importants, des projets d'équipe, on va dire. Et voilà. Donc, sinon, je suis basé à Lyon. Et voilà, quoi de plus je crois que c'est à peu près tout. C'est une belle présentation. Ça va Donc, moi, Mathieu Colombel. J'ai 38 ans maintenant, je suis papa de 4 garçons, je suis marié, j'aime bien commencer mes présentations comme ça. J'ai pas fait ça. Après Cyril va refaire une nouvelle copie. C'est l'habitude des réseaux, ouais. Et écoute, moi, ça fait pas mal d'années maintenant, je suis sorti d'études en 2005, donc moi je fais du motion design depuis longtemps. J'ai toujours voulu faire ce métier-là, mais sans savoir que c'était du motion design. Donc moi j'ai commencé en agence de pub, j'ai commencé dans une boîte qui s'appelle TBWA où j'ai créé un des premiers pôles motion au niveau des agences de com. J'ai compris à ce moment-là que le métier était en train d'exploser et puis en 2011 j'ai décidé de créer ma boîte avec deux autres personnes qui s'appellent Thomas et Vincent, donc qui sont mes associés aujourd'hui. Et du coup on va fêter cette année nos 10 ans au niveau de Black Mill. Black Mill, on est du coup à Paris, à Nantes. Donc la plus grosse cellule aujourd'hui est à Nantes et on est présent à Montréal maintenant où justement ça commence à se développer pas mal et où je crois pas mal de choses là-bas. Donc je porte le motion design depuis pas mal d'années maintenant, donc j'interviens un peu partout dans pas mal d'écoles. Aujourd'hui je suis le directeur d'une école qui s'appelle IRTUP à Nantes, en plus de Black Mill. Et effectivement je fais des conférences, j'interviens un peu partout pour défendre notre métier et faire en sorte que tout le monde en parle et ait conscience que c'est un super de métier, quoi. Et moi, j'y crois beaucoup sur notre avenir. C'était des magnifiques présentations. Alors voilà, du coup, pour commencer ces 10 petites minutes de débat, Mathieu et Cyril, je vais vous poser une question. Alors, si vous avez déjà écouté le replay de la première édition, vous allez être un petit peu spoilé. Mais la question, ça va être, si je vous parle de relations clients dans le motion design, ça vous fait penser à quoi en premier ? Alors moi, j'ai pas écouté l'émission d'avant, donc tu me spoil. Moi, je me souviens plus ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai fait exprès de pas écouter pour justement apprendre un peu tout sur le tas ce soir. Le client, faut pas oublier que c'est la personne qui nourrit en quelque sorte au niveau de notre studio, donc c'est le cas. Donc au niveau de la relation client, quand tu me parles de ça, pour moi, c'est la satisfaction tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut satisfaction et pédagogie. Nous, aujourd'hui, au niveau de la première chose auquel je pense, c'est les gens qu'on a en face, ils ont besoin de comprendre ce que c'est que notre métier et qu'on leur explique l'intérêt de notre métier. Donc nous, il y a une grosse partie pédagogique. Donc moi, je te dirais pédagogie tout de suite. Ouais, c'est ce que tu me l'as volé. C'est ce que j'aurais dit un peu aussi, et aussi dans l'autre sens, en fait, comprendre la pédagogie dans le sens où on doit vraiment comprendre les besoins du client et essayer de lui apporter la meilleure réponse, quoi. C'était une bonne réponse concise. Cyril, à chaque fois, tu fais voler ta réponse par Mathieu, quoi. Alors, j'ai une deuxième question pour vous. C'est parce que pour moi, la relation client, ça dépend aussi du type de client que vous avez, la typologie client. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler, vous, alors toi, Cyril, à Nobel et toi, Mathieu, à Black Mill, quelle typologie de client vous avez ?
Pour notre cas, Noble, ça se concentre essentiellement sur des agences. On bosse, le 3/4 de nos clients sont des agences des groupes, des agences de pub, qui sont souvent, soit internationales, soit Paris. Mais on va dire quelque chose comme ça dépend des années, mais un petit 60 international, 40 français. Et tout ça pour des clients qui sont des marques. Donc c'est assez varié. Il peut y avoir du luxe, des choses, de la technologie, etc. Et puis il y a quelque chose après qui est plus peut-être un peu plus on va dire discret, mais c'est un petit peu de culturel quand même, avec parfois des clips ou alors des choses pour des musées ou des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est gros. Ouais. Et puis un petit peu les institutions, ça arrive aussi. La ville de Lyon, voilà. Mais essentiellement, agence. Alors nous, c'est exactement l'inverse, en fait, puisque 90% de nos clients à nous, 87% exactement, si tu veux savoir, sont des annonceurs en direct ou des institutionnels. On a fait le choix dès le départ de Blackmin, mais c'est parce que je pense qu'on vient d'agence que ça a joué beaucoup. Mais en fait, dès le départ, on est parti du principe que nous, justement, on voulait travailler avec les clients en direct. On a très peu d'agences au niveau de Blackmin. Au niveau de l'international, on a un peu plus de 85% de nos clients qui sont des Français. Pareil, parce que on a voulu pousser l'équipe française et puis, comme je te le disais, porter l'étendard du métier en France, donc j'avais envie de développer sur le territoire. Et effectivement, nous, nos clients, donc les annonceurs, pour la majorité des cas, c'est souvent des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des motion designers. Nous, on vient vraiment nous voir pour la partie design d'abord, donc vraiment pour réfléchir à leur message et leur truc. Après, pour la partie graphique, et puis effectivement sur la fin, sur comment est-ce qu'on va transformer tout ça en vidéo. Donc, tu as on va dire que quasiment 50% de notre métier sur tous nos films, c'est de la pédagogie. C'est comment est-ce qu'on va les amener à présenter leur nouvelle offre, leurs produits ou même leur film de marque de manière singulière, tu vois, pour avoir quelque chose d'original. Et tout ça, tu vois, c'est quelque chose qui prend la moitié du temps. Donc, la moitié de notre travail, c'est plus que de faire de la pédagogie. Et la pédagogie, justement, c'est quelque chose de difficile avec les clients, en fonction des types de clients ou quoi. Justement, tu dis c'est 50%, mais est-ce que c'est difficile, en fait qu'est-ce qui est difficile dans la pédagogie avec les clients? On va dire que ce qui est le plus complexe, c'est d'arriver à estimer ce temps-là. Parce qu'en fait, nous, tu vois, le principal problème qu'on a, c'est comment est-ce qu'on va vendre un film en fonction de le temps que va se prendre la pédagogie avec les clients. Donc, la partie conseil, c'est quelque chose qu'on fait encore. Ça fait 10 ans que la boîte existe, bientôt 10 ans que la boîte existe. Et c'est quelque chose qu'on arrive encore assez mal à estimer parce qu'il y a certains clients avec qui ça passe vraiment, vraiment beaucoup de temps. On a certains qui captent super vite et tu peux passer en production assez rapidement. Mais du coup, oui, on va dire que globalement, oui, la pédagogie, c'est dur parce qu'en fait, tu te rends compte que dans une grosse partie des cas, au départ d'un projet, le client ne sait pas vraiment ce qu'il veut. On va dire que tu as 3 typologies de clients. Tu as le client qui arrive et qui sait ce qu'il veut, qui est un peu de notre métier, où tu vois, c'est un pôle de communication et en fait, ça va assez vite. Tu as le client qui pense savoir ce qu'il veut et qui te fait un script de 4 minutes, etc., à qui il faut expliquer que c'est pas comme ça, que ça marche, machin, etc. Donc, ça, à la limite, c'est ceux qui sont les plus difficiles. Et la troisième typologie de client qui a absolument aucune idée de ce qu'il veut et qui nous fait confiance, pour justement lui apporter et lui amener le pourquoi du comment et de la typologie de film qu'il va avoir, quoi. Et dans ces 3 types de clients-là, il n'y en a pas un qui revient plus que l'autre? Est-ce que le numéro 2, celui qui a l'air difficile, est-ce qu'il revient plus que d'autres? Eh ben, étrangement, non, justement, parce que c'est plus le cas. Il y a une époque où, en effet, je t'aurais dit ça il y a 5-6 ans, tu avais des clients qui arrivaient et qui venaient nous voir et qui savaient mieux que nous, tu vois, et qui arrivaient, déposaient des choses et nous expliquaient un peu notre métier. C'est plus le cas. Je pense que ça a évolué aussi avec peut-être notre aura ou peut-être on a plus de crédibilité aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la majorité des clients qui viennent nous voir, c'est au contraire des gens qui vraiment se positionnent tout de suite comme des personnes qui n'y connaissent rien.
et qui du coup nous font confiance et en fait ils nous prennent beaucoup de temps parce que justement cette pédagogie ils en ont besoin et donc du coup tu creuses souvent avec eux et ça peut prendre énormément de temps. Voilà. Cyril, pour toi c'est quoi un des points les plus difficiles dans la relation client? C'est essentiellement. Alors nous, on n'est pas, on est un peu moins ce rôle d'agence. Du coup, on part de moins loin, tu vois, dans la réflexion où on a un client qui sait pas du tout ce qu'il veut et du coup, il faut l'amener à un certain là où ça doit aller, quoi. Donc nous en général c'est c'est souvent ça va être des pôles de communication justement dans les marques où quand on a des clients directs ça va être des personnes qui sont déjà un peu du métier. Mais après en général le principal challenge on va dire, ce qui revient très souvent chez nous, c'est que tu vois, on a un peu donc comme je disais on n'est pas vraiment agence et on est plus DA quoi. Et du coup, ça va être le fait d'élever un peu le débat en fait. Souvent, ils arrivent, l'agence, elle va avoir une idée un peu brouillon, enfin un peu une vague idée de ce qu'ils veulent. Et en fait, là où on intervient, ça va être essayer de rendre ça le plus graphique, le plus intéressant possible. Et ouais, je dirais que c'est ça souvent un peu des fois des fois les briefs ils sont un peu pourris, tu vois. Et t'as des contraintes énormes, je sais pas, des budgets qui sont pas en adéquation avec les ambitions, etc. Et du coup c'est là où en fait des fois ça peut être difficile. D'ailleurs, c'est sur le budget, quand c'est pas en adéquation, comment ça se passe quand l'argent arrive dans la relation client et que est-ce que tu gères avec le budget existant ou est-ce que tu es plus dans une optique de faire modifier le budget? Vous avez quoi comme réflexe de base? Ça dépend des cas, je pense. Ouais, ça dépend des cas. On va dire que si vraiment il y a un grand écart entre l'ambition et le budget à côté, on le dit, là. On dit voilà, ça temps et puis vous n'avez pas les moyens de vous payer ça. Trouvons une solution et puis on essaie de trouver autre chose. Voilà, après ça dépend. Voilà, vraiment c'est au cas par cas. On essaie de trouver le bouton juste, quoi. D'ailleurs, je vais vous poser cette question-là. Vous, quelle est votre pire expérience client? Alors, essayons de garder bien sûr l'anonymat, voilà, mais essayer de raconter la situation. Ouais. Ça peut être marrant, ça. Voilà, bonjour Mathieu, est-ce que tu as une expérience à nous raconter ce soir? Alors, avant de te raconter cette anecdote-là, juste je vais revenir un tout petit peu sur ce que tu viens de poser comme question sur ce qu'il y a de plus dur en fait à. Vas-y. Chez nous, tu vois, parce que c'est une bonne question et tu vois, au niveau de Black News, c'est comme je disais, c'est un truc qui est assez récurrent. Ce qui est plus compliqué en fait à valoriser au niveau de notre métier, au niveau d'un client, ce qui est dur en fait à lui facturer, parce que c'est dur de lui faire entendre. C'est ce qui n'est pas tangible. Justement, c'est toute la partie accompagnement, conseil que tu vas avoir au départ, de lui faire comprendre en fait que ce temps-là, c'est quelque chose que tu dois facturer parce que en fait en soi, c'est pas du temps perdu. Tout ce qui va pas être matériel, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas donner un storyboard ou du graphisme, du système derrière, c'est quelque chose qui est hyper important pour nos films. Et c'est ce qui est le truc le plus récurrent en fait, complexe à expliquer à notre client. En fait, c'est normal de facturer ce jour-là. Tu vas passer un certain temps, mais tu vas rien produire graphiquement, quoi. Exactement. Donc du coup, et pourtant, tu vois, ça te prend du temps, quoi. Ça peut te prendre 1 semaine, 2 semaines. Et comme nous, on facture pas au jour, mais on facture au forfait. Parfois, tu vois, un client peut être surpris en se disant, mais attends, vous me facturez des heures où on a échangé, alors qu'en fait, vous n'avez rien produit, quoi. Alors qu'en fait, c'est le truc le plus important pour nous. Parce que la phase de réflexion, si tu la foires, après, d'ailleurs, c'est tout le reste du projet qui en passe. Exactement. Ah ouais. C'est pas simple, ça. Moi, personnellement, je suis même pas dans l'étape, tu vois, à facturer ça. C'est-à-dire que, ou alors, quand je le facture, j'essaye de produire quelque chose de graphique avec ça, tu vois. Un document marqué au maximum par écrit, livre, des trucs. Je sais pas si vous faites ça ou si c'est juste des discussions. Non, t'as effectivement un script. Généralement, nous, ce qu'on appelle le script narratif, qui est souvent accompagné du script d'animation, qui va donner derrière le storyboard et qui donne un mood board aussi à côté.
qui fait que tu as 4, tu vois, trucs qui sont tangibles qu'il peut récupérer pendant cette phase-là. Mais voilà, l'accompagnement, c'est vrai que c'est un truc, c'est pas inné, tu vois, chez les motion graphic designers que ce soit quelque chose qui se facture. Et donc, du coup, parfois, c'est un peu compliqué d'expliquer ça à nos clients. J'aurai une question un peu plus tard dans l'émission sur ces sujets-là, justement. Okay. si ça vous va, vous nous racontez une petite expérience traumatisante, peut-être, histoire qu'on se sente pas seul, parce que je pense que tout le monde, quand on fait ce métier-là, on a tous des expériences plus mauvaises que les autres. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient en tête on va dire que dans la pire expérience que j'ai eue, il y a eu, en 10 ans, tu vois, c'est arrivé 3 fois. C'est effectivement quand tu as quelque chose qui déborde, un planning ou ce genre de choses-là, et que tu as ta chargée de production. Donc nous, chez nous, tu vois, on a toujours eu plusieurs, j'ai toujours considéré ça comme vraiment une colonne vertébrale de la boîte. C'est des personnes qui sont importantes chez nous. Moi, ça m'est arrivé 3 fois, et notamment la dernière fois, tu sais, tu es à côté, tu es assis à table au niveau du bureau, et tu as ta chargée de prod en face de toi qui écarquille les yeux et qui commence à se faire insulter au téléphone, mais genre de tous les noms, et qui se met à pleurer. Et donc, du coup, là, tu vois, c'est des moments qui sont très compliqués, parce que tu lui dis de poser le téléphone, c'est toi qui prends le téléphone, et que c'est toi, du coup, qui te mets à insulter la personne que tu as en face de toi pour contrebalancer la chose. Tu sais que tu vas perdre le client, mais en fait, tu réfléchis très rapidement en te disant que le plus important, quand on arrive à l'étape du manque de respect comme ça, c'est pas le client qui est en face, c'est vraiment ton équipe, et prendre la défense de son équipe en se disant que tu vas perdre le client parce que tu lui rentres dedans. C'est des moments qui sont très, très compliqués. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais tu vois, quand je le dis là, je ressens encore, tu vois, les trucs qui remontent en moi. Ouais, je le sens, ouais. Je sens, ça y est, t'es sur le point de te réénerver, tu vas rappeler le client d'ailleurs. Et voilà, t'as quelques valeurs dans toutes les boîtes. La valeur du respect chez nous, elle est hyper importante, elle a toujours été hyper importante. Et quand un client on arrive à manquer de respect au niveau d'une personne en interne, c'est quelque chose qui passera jamais. Ça passera jamais. Quelque part, des clients, il y en aura toujours des nouveaux, alors qu'une équipe qui fonctionne, c'est très difficile quand c'est abîmé de la réparer, j'ai envie de dire. Ouais, après, tu vois, ça peut être en plus quelque chose qui est complètement de notre faute, tu vois, de notre ressort. Il y a eu quelque chose qui a débordé, etc. Peu importe, en fait, qui a la responsabilité de ce qui se passe. C'est vraiment la manière de répondre. Et quand tu vois, tu as une personne auquel tu tiens qui fond en larmes en face parce qu'elle a un client qui lui parle trop mal, voilà, tu prends ton rôle de dirigeant, tu vois, sur les épaules et tu lui viens en aide tout de suite, tu vois. Ça, c'est les moments qui sont compliqués. Puis c'est vraiment de l'humain, quoi. La relation client, de toute façon, c'est dans les deux sens. Hein. On va faire une autre émission, mais pour les clients, c'est la relation avec les boîtes motion designers. Comment faut réagir ? Tu sais que je pense que ça vient, parce que surtout la dernière, c'était pas une petite boîte. Hein. Loin de là, c'était plutôt une très grosse boîte. Je pense que ça venait du fait qu'ils avaient l'habitude en fait d'échanger comme ça avec leurs agences. Tu vois, c'était vraiment une sorte de mode de faire qui était classique là-bas. Et juste, c'est compliqué, tu vois, de leur dire, mais en fait, non, avec nous, je suis désolé, mais ça va pas se passer comme ça. Je me rappelle d'un client, ça devait faire quelques mois qu'on avait créé Blackmin. Tu vois, si Thomas et Vincent écoutent cette émission-là, ça les fera marrer après parce que c'est comme si c'était hier. On a une agence qui nous appelle et qui nous demande si on peut travailler le week-end. Que vous le sachiez, pour ceux qui le savent pas. Bien. Au niveau de Blackmin, ça fait partie des valeurs de la boîte. Tu fuis là en général. On ne fait pas de charrette et on ne travaille pas le week-end. Tu vois. Donc, ça fait 10 ans, c'est comme ça et c'est comme ça pour tout le monde dans la boîte. Et donc, du coup, on leur a dit que non, on ne travaillerait pas le week-end. Et on s'est fait insulter le lundi, tu vois, par l'agence. Et du coup, je les ai rappelés et ils m'ont dit, tu vois, ils m'ont défoncé, ils m'ont dit, mais en fait, vous êtes un prestataire, vous faites ce qu'on vous demande, vous fermez votre gueule. Et moi, je leur ai répondu que c'était vachement bien, justement, que j'ai créé ma propre boîte parce que je pouvais leur dire d'aller se faire foutre. T'as dit ça à texto comme ça ? Ouais, j'ai dit ça comme ça. Et du coup, ça s'est arrêté comme ça. J'encourage évidemment personne à faire ça comme ça. Mais en fait, il y a des fois où ça va trop loin et où, en fait, hélas, il faut réagir de la même manière que eux qui parlent, quoi. Et très vite, je pense aussi. Puis quelque part, ils sont pas choqués en plus, parce que comme eux, ils réagissent comme ça, peut-être qu'ils seront moins choqués que toi, parce que tu peux être choqué, tu vois, de réagir comme ça, parce que c'est pas dans tes habitudes. Non, et puis tu as toujours le classique. Et c'est pour ça que je pense que, tu vois, on a toujours eu un peu de mal avec les agences par rapport à ça. C'est que nous, on a connu ça en frontal, en ayant passé 5 ans en agence. Donc voilà, on avait des prestataires, on voyait très bien comment ça se passait. Je pense que tu as ce côté un peu viscéral
qui fait que c'est vrai que il y a certaines agences avec lesquelles on travaillera jamais ou on travaillera plus jamais parce que la relation se passe très rarement bien en fait, parce qu'on n'a pas un mode de fonctionnement qui est normal, ce qui fait que justement ça marche très bien avec les annonceurs qui sont plus dans notre modèle à nous. Et voilà, c'est comme ça. On ne reviendra pas en arrière, on ne changera pas notre mode de fonctionnement autrement, quoi. Bah, surtout que ça a dû être dur à mettre en place. Donc maintenant que c'est là, en plus, c'est assez rare. Hein. Enfin, de ce que je vois comme dans le métier, c'est assez rare ce genre de vision et surtout de réussir à s'y tenir, quoi. Mais ouais. Cyril, tu as une expérience, toi, à tes ouais, c'est une expérience qui est pas si ancienne, en fait, qui est plutôt récente. C'est un projet qu'on a fait l'été dernier et qui a été extrêmement difficile à sortir. Là, c'était pour des raisons, je sais pas, il y avait des délais déjà extrêmement serrés. Il y avait, on a vu arriver. Alors c'était vraiment, on a fait plein d'erreurs, vraiment. C'est un truc, beaucoup d'erreurs sur ce projet-là. On s'est embarqué sur un truc qui était, donc on était assez exécutant là-dessus. Je sais pas si je dis le nom ou pas. Bon, on va garder l'anonymat. Non, je donne pas le nom. Je pense que c'est l'histoire qui compte. Hein. Ouais. Et en fait, c'était du coup, il était très ambitieux en termes de visuellement, quoi. Et nous, on était chargés de faire toute la partie production, animation. Et c'était à faire pendant l'été et à distance, en fait. Donc, avec une équipe assez nombreuse et qui était répartie un peu partout. Donc, au Japon, en France, aux États-Unis, avec 3 fuseaux horaires. Et en fait, on devait se charger de la production de ce truc-là, sachant que c'était quelque chose qui était quelque chose qu'on maîtrisait pas au niveau de la fin, qu'on maîtrisait pas, quoi. Qui était une technique assez particulière. Et donc, en fait, à chaque fois, on a pris cette espèce de casquette on était entre l'agence, donc qui était notre client, et d'autres prestats et on essayait de joindre les deux bouts sans arrêt. Et donc les prestats où il y avait des merdes, des trucs qui roulaient pas, des retards, des machins, et essayer de trouver de dire ça de l'autre côté au client. Et donc ça a été très compliqué. On a même pensé qu'à un moment donné, on allait avoir un procès ou je ne sais quoi, enfin, parce qu'on a livré un retard. Et tu vois, quand tu livres un projet où il y a une campagne en fait derrière, et du coup, il y a des achats d'espace, il y a plein de trucs, des enjeux, des machins. Et du coup, on a livré ce projet-là quelques jours après, quoi. Et le client a une influence dans cette histoire, le fait est que ça se soit passé difficilement ou quoi, ou alors c'était juste le manque d'intermédiaire, le fait est de devoir gérer en fait toute la chaîne un petit peu. Ça a merdé de partout. C'était. Alors le client était, en fait, il y avait c'était des choses. Donc il y avait des designs qui avaient été produits côté agence. Et le résultat, l'animation, et du coup, on a fait des Skype assez surréalistes. où tu avais le DA qui prenait ses designs d'un côté, il faisait image par image l'animation de l'autre côté, et puis il disait ah là c'est pas pareil, là l'oreille est décalée, ah machin. Et on avait plein de retours comme ça. Ouais. Et du coup normal, tu vois, quand c'est animé, les choses ça change un peu, tu vois, par rapport au design initial, il y a toujours un petit décalage. Et donc on se prenait ça en pleine face comme ça, pendant que les autres derrière, tout ce qui était, il y avait la petite armée d'animateurs qui animaient. Et donc voilà, c'était compliqué. Et après ça, il y a eu donc après des soucis c'était pas fini, il y a eu des soucis de transfert de fichiers avec du compositing, des trucs comme ça, des trucs qui ont galéré. Ouais, la galère de bout en bout, quoi. Ouais. Du début jusqu'à la livraison, même après. Voilà. Mais en fait, on s'est dit après, quelque part, c'était un peu de notre. Il y avait plein de paramètres, mais on aurait pu dire stop. Mais on s'est retrouvé pris dans un engrenage, et ça, j'encourage les gens aussi à. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, quand tu parlais de ce qui s'est passé, c'est de dire les choses très tôt.
et quand il y a des soucis. Et de ne pas laisser les choses s'installer parce que nous, là, par exemple, pour ce cas-là, on s'est un peu laissé submerger. Et plus le temps passe, plus ça devient compliqué, en fait. En gros, dans la relation client, s'il y a un problème, il faut surtout le traiter de suite, même si ça pique un peu. Très vite. En fait, si tu dis non, je vais remettre à plus tard, si tu fais un petit peu l'autruche ou quoi, souvent d'ailleurs on fait l'autruche avec soi-même, mais avant de le faire avec le client, tu vois, c'est toi qui te. Enfin, moi, je sais que des fois, ça m'arrive de mettre moi-même en déni. C'est pas parce que je veux pas parler au client, c'est que je veux pas parler à moi-même. Tu vois, je veux pas me dire à moi-même que ça fonctionne pas. C'est difficile à gérer. Mais je trouve que c'est une bonne idée. À chaque édition, on va faire une session comme ça, un petit peu de confession. Je pense que ça fait du bien aussi quand on raconte un petit peu. Tu vas créer des scandales, hein, je te le dis direct. Bon, on va essayer de garder l'anonymat pour ça. Je vois qu'aujourd'hui, vous avez une vision de la relation client, ce qui vous permet de gérer les choses à votre façon. Mais vous n'avez pas toujours eu cette vision-là. Je pense qu'elle s'est créée avec le temps. Comment vous voyez est-ce que ça a évolué votre vision de la relation client, on va dire, c'est en 10 ans, d'où vous êtes parti à peu près? Est-ce que vous vous souvenez d'une façon de penser la relation client que vous aviez il y a 5 ou 10 ans, qu'aujourd'hui vous ne comprenez plus ou qui a totalement changé? Moi, je peux revenir sur ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est que c'est vrai que tu pars d'un constat, tu vois, moi j'ai commencé à travailler il y a 15 ans, comme tu disais, où il y a 15 ans, on considérait le client comme étant plus important que tout, surtout quand tu étais en agence de communication, et du coup, qui avait un peu les pleins pouvoirs et le droit de parler un peu avec tout le monde comme il voulait, tu vois, un peu avec violence, un peu avec le prix qu'il mettait sur la table, il avait le droit à tout. Un client, comme je disais, c'est hyper important pour une entreprise, hein, surtout pas le négliger, il faut au contraire évidemment l'amener à avoir le plus de satisfaction possible. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu vois, quand tu y repenses maintenant, tous les moments où ça s'est mal passé, c'est quand tu dois défendre ton équipe pour un manque de respect et une attitude qui est agressive. Ce que je remarque avec les années, c'est que je le tolère beaucoup moins qu'avant et que, comme le disait Cyril tout à l'heure, hein, dès qu'en fait, tu sens que la relation, elle dérape parce que tu as un manque de respect de la personne, en fait, tu calmes les choses directes, tu fais en sorte que ça déborde pas. Encore arriver à penser comme ça, tu vois, tu recadres les choses tout de suite avec le client en disant mais attendez, par contre, il y a possibilité qu'on se parle bien et que ça se passe bien, tu vois. Voilà. On va dire que l'expérience fait que tu sais que ça peut déborder très rapidement et qu'effectivement, tu peux avoir une considération de prestataire soumis hyper vite et que dans notre métier à nous, surtout sur la partie conseil, accompagnement, sur, on va dire, l'identité du client, comprendre le client, arriver à amener son idée et son message sur la table de manière le plus transparente et le plus efficace possible. Si la relation ne passe pas avec le client, tu ne vas pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ce que j'essaie de leur faire comprendre au départ, c'est que nous, on doit apprendre à aimer leur marque, à aimer leur message, à donc du coup adhérer, on va dire, à ce qu'ils essaient de faire passer. Et pour adhérer, il ne faut pas qu'il y ait une barrière il nous parle trop mal. C'est quelque chose, tu vois, qu'on a appris avec le temps, c'est que on installe tout de suite un climat qui fait que le respect va être le maître mot de la relation avec eux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une influence de l'évolution du portfolio sur ça? C'est-à-dire que, tu vois, si avant, tu avais un portfolio un peu plus exécutant, peut-être que le client, quand il va voir tes travaux, en fait, il va déjà te préconsidérer, avant même que la relation client ait commencé, comme un exécutant. Et tu disais tout à l'heure aussi que peut-être avec l'évolution de BlackMe ou quoi maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une évolution par rapport au portfolio sur comment le client vous voit avant même que vous ayez eu le moindre échange, du moindre mot? Je ne sais pas si notre portfolio a tellement évolué par rapport à ça, parce que on va dire que BlackMe a commencé principalement sur le réseau, tu vois, c'était principalement sur des gens que je connaissais, très souvent des personnes qui étaient des gens d'agence d'ailleurs. Comme je disais, au départ, on a travaillé avec beaucoup d'agences, puis au fur et à mesure, on a écrémé, et puis on est devenu aujourd'hui à une très forte majorité d'annonceurs. Donc on va dire qu'au départ, la relation était plutôt effectivement d'exécutant à agent, en quelque sorte. Et en fait, notre portfolio, c'est nourri de choses qui étaient purement créatives, purement issues de ce que nous, on voulait monter. Ce qu'on avait fait pour Marvel, ce qu'on avait fait pour Game of Thrones, ce qu'on avait fait pour le cinéma, etc. Et en fait, on s'est positionné très, très rapidement comme étant justement pas des exés, mais comme des clairs. Et voilà, on est resté sur cette guideline depuis le départ. Okay. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Tu vois, le côté un peu
on avait 90% d'agences, puis on avait 80%, puis 50%, et puis en fait, on est passé en majorité d'annonceurs des 2 ans. D'accord. Ok. Et du coup, pour toi, Cyril, cette évolution de la relation client, enfin, comment tu fais la relation client, voilà, c'était quoi tes pensées vis-à-vis de ça il y a 5 ans que tu reconnaîtrais plus aujourd'hui? Alors, j'imagine déjà que ta dernière expérience que tu nous as confiée a dû encore changer ta vision de la relation client très récemment, du coup. Ouais. Alors, c'est après nous on tend un peu vers ça aussi, tu vois, mais on n'est pas au point comme peut l'expliquer Mathieu. Après c'est vrai qu'on aime bien prendre désormais les choses le plus en amont possible. Et on essaie de travailler dans ce sens-là, être plus dans l'accompagnement, mais voilà, d'un point de vue vraiment BA, tu vois, essayer que les choses aient du sens, etc. Alors qu'avant, on marchait vraiment, tu vois, comme quand les briefs rentraient, voilà, on les faisait. Il y avait moins de, tu veux, là, on a tendance, on sait un peu plus où on veut aller, quoi. Ouais, en fait, c'est un manque de vision. C'est la vision peut-être qui se construit avec les années qu'on n'a pas au début. Ouais, voilà. Alors qu'au début, ta relation, en fait, elle est faite un peu de manière. Les projets en amènent un autre, voilà, les clients en amènent un autre, tu as une rencontre, etc. Et là, peut-être que c'est un petit peu plus réfléchi, quoi. Il y a quelque chose, tu as un objectif. Enfin, on a des idées dans notre tête, et on va vers ça. Par exemple, avec Noble, il y a environ, je dirais, 2-3 ans, on a fait un virage où on était très associé avant à l'animation traditionnelle, et on était un peu, voilà, cette étiquette, et tous les briefs qui rentraient, c'était ça. Et à un moment, on s'est dit, ouais, on va élargir. C'est sympa, on adore faire ça, mais on a envie d'avoir justement des choses plus en amont, plus de réflexion, et puis toucher à des choses plus larges, de la typographie, des choses plus de l'habillage, des choses comme ça. Donc ça a commencé par refaire notre identité. Et du coup, tu vois, on s'adresse aux clients différemment, en fait. Et du coup, donc on a refondu ça en réfléchissant. On a fait appel à un studio graphique pour faire des comme si on faisait une identité de marque, quoi. Et on a refait tout notre discours, nos projets. On a choisi ce qu'on voulait montrer, là où on voulait aller. On a parlé sur des projets. Enfin, on a fait des études de cas, des choses comme ça. Et du coup, ça amène des clients. Enfin voilà, c'est une façon de entre guillemets choisir les clients, même si c'est c'est vrai. Mais c'est cool ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on essaie de parler de la relation client, enfin de trouver des conseils ou des astuces sur ça, vraiment en se disant ok, comment je vais réagir avec le client. Mais là finalement on parle d'un truc qui est beaucoup plus en amont, c'est-à-dire avant même d'avoir rencontré le client. C'est d'apprendre à se connaître soi-même. Et c'est vrai que quand tu dois négocier avec un client, si tu es pas sûr de tes valeurs, si tu es pas sûr de ce que tu veux, forcément tu vas pouvoir beaucoup plus être malléable en fait dans la négociation. Donc c'est vrai que c'est un truc qui permet peut-être de solutionner 50% de la relation client, enfin peut-être pas, j'en sais rien, mais avant même de le rencontrer. Donc après c'est à double tranchant un peu, parce que en fait c'est à un moment donné tu te dis voilà, moi je suis ça et j'ai envie de faire ça, et du coup tu feras pas d'autres choses. Ouais. Voilà. Moi je dis souvent que le meilleur moyen de faire un choix, c'est de choisir ce qu'on va pas faire, tu vois. Ouais. Ce qu'on choisit de pas faire est beaucoup plus important que ce qu'on choisit de faire en vrai. Ouais. Tu sais, avec le temps, il y a quelque chose qui vient naturellement, parce que justement, au fur et à mesure que tu as de l'expérience, c'est l'intuition. En fait, l'intuition, on a l'impression que c'est quelque chose que tout le monde a depuis le départ, mais en fait, l'intuition, c'est en fait de l'expérience. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dès les premiers rapports avec un client, tu as un doute. C'est justement ton intuition te parle en disant « Oula, je sens que ça va pas très bien se passer ». Et bien en fait, l'expérience fait que tu fais de plus en plus confiance à ton intuition, et qu'en fait, voilà, on va dire que vraiment dans notre métier à nous, le plus compliqué à faire, c'est de s'écouter et faire confiance à son intuition. Se dire, si
je le sens pas là, il vaut mieux pas le faire, clairement. Tu peux avoir une intuition alors qu'il n'y a aucun signe, tu vois. Ouais. Mais c'est ça l'intuition. L'intuition, c'est Après, ça, je trouve capter les signes qui sont imperceptibles. Je trouve ça hyper difficile. Enfin, c'est hyper juste ce que tu dis, mais même moi encore, je trouve ça hyper difficile. C'est-à-dire que heureusement que il y a Julien, mon associé, qui lui est beaucoup plus comme ça. Moi, j'ai un peu tendance à foncer, voilà. Et en fait, il faut, c'est pas facile. Enfin, tu le sais, tu sais. Moi, souvent, tu sais les choses. Tu dis ouais, ce client, je le sens pas, mais tu vas quand même. Et c'est bien aussi du coup d'être plusieurs, tu vois, pour se tempérer, pour voilà. Je sais pas si vous avez vécu ce cas-là, mais moi, genre, ça fait plusieurs années qu'au moins une fois par an, je refais une même erreur que l'année dernière, alors que je l'avais bien comprise et que je m'étais dit, tu feras plus jamais cette erreur-là. Mais ce que je me dis pour me rassurer, c'est que quand je refais cette même erreur, je la fais pour des raisons différentes, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est hyper dur. Les erreurs, c'est important, les erreurs. C'est ce qui justement t'amène de l'expérience. Et généralement, quand tu refais la même erreur, c'est parce que justement, t'as pas pris une assez grosse baffe au départ, la dernière fois en quelque sorte, et que tu te dis, je manque un peu d'expérience, donc je vais me reprendre une baffe exprès. Comme ça, je suis sûr que je ne referai pas. Tu vois. Ouais, on cherche les baffes, ou alors on n'a pas. En fait, on a tenté de trouver une solution à cette erreur où tout ça venait. Alors moi, je parle de ce genre d'erreur justement dans la relation client. C'est des erreurs chaque année que je fais au moins une fois. Et en fait, j'essaye de trouver genre d'où ça vient et je me dis, ok, ça vient de là. C'est comme de la B-testing. Sauf que la B-testing, normalement, dans les boîtes, c'est rapide. Là, c'est une fois par an. Donc, il va en falloir des années pour finir la B-testing. Et du coup, d'année en année, tu fais, bon, effectivement, j'ai solutionné ça, ça allait un peu mieux, mais le problème est plus profond. Et je pense que tu dois réussir à trouver genre, le vrai problème de fond. Et des fois, le problème de fond, on est très, très loin. Et tu mets à des fois des années à te rendre compte et dire, mais en fait, sur ce sujet-là, genre sur, par exemple, la notion du est-ce que le client a tous les droits, D'ailleurs, ça, j'avais une question que je voulais vous poser, genre c'est une question philosophique un peu, mais qu'est-ce que ça veut un client ? Parce que ça, au final, moi, ma vision aussi, elle a changé en plusieurs années sur ce que voulait un client. Mais voilà, disons que les erreurs, on les refait un petit peu chaque année, donc ça, c'est un peu difficile. Vous, il y a des erreurs que vous avez refait plusieurs fois, que vous avez cherché et vous vous êtes trompé en fait sur tiens, cette erreur, elle vient de là, mais en fait, non. Ou vous avez réussi à chaque fois, vous faites une erreur, vous la refaites plus jamais. Oh non, je pense qu'il faut. Je te rejoins. Il faut faire plusieurs fois la même erreur parce que tu te dis toujours non, mais ça va pas recommencer, c'est pas possible. Et tu te reprends 2, 3, 4 fois la même tuile et puis tu continueras à le faire. Comme tu dis, tu le feras différemment. Mais oui, moi j'ai toujours été partisan. Je le dis d'ailleurs à mes étudiants que faire des erreurs c'est important. Ça va pas tuer. Nous, ça nous a jamais tué. Et voilà, je pense que je prendrai toujours l'erreur comme étant un apprentissage et de l'expérience. Il y a une erreur qu'on fait à chaque fois, qu'on fait depuis le départ de BlackMill. Nous, par exemple, tu vois, pour assurer une bonne relation avec nos clients, on fait systématiquement signer un acompte de 50% sur tous nos films. C'est-à-dire qu'un client qui veut travailler avec nous, il doit payer 50% du projet pour qu'on puisse avancer dessus. C'est une règle qu'on a toujours appliquée et qui marche très très bien. Et bien en fait, on s'est toujours dit, on ne commencera pas un projet avant que le client nous ait payé cette somme, parce que sinon on sait qu'on va se faire avoir. Mais ça, c'est pas une erreur. Mais elle arrive à la fin du projet, c'est ça ? À chaque fois, c'est pareil. On a fini le projet, il nous a toujours pas payé la compte. C'est exactement la même. Bah ouais, mais bien sûr. Donc tu vois, c'est des erreurs cons, mais tu sais très bien que ça va se passer comme ça. Voilà, c'est pareil. Il continue à te dire qu'il faut payer en amont, histoire de te confirmer dans la forme que tu as choisie, tu vois. Mais en vrai, en pratique, c'est différent, quoi. Ouais. Parce qu'on est trop gentil, et puis tu te dis, ah putain, si je le fais pas, il va pas vouloir travailler avec nous. Alors qu'en fait, voilà, c'est con, mais c'est juste de la simple logique. T'as quelqu'un qui... Autant c'est dingue parce que c'est quelque chose du coup que tu fais, donc une erreur que tu fais, mais qui est totalement en déraccord avec tout ce que tu nous dis et tout ce que tu sais, toutes tes valeurs, tu vois. T'as l'impression qu'il y a deux personnes en fait. Ah, c'est vrai que quand tu es embarqué dans le truc, tu te poses pas mal de questions et tu relances et tu te dis ouais, tu vas être payé, ouais, ça part dans 3 jours, machin. Puis en fait, dans 3 jours, ça y est pas, c'est pas encore sur ton compte. Et puis les gars, tout le monde bosse sur le projet, donc t'avances.
Et en fait, t'es pris dans le truc et au final, t'es payé à la fin de ton acompte, il arrive à la fin. En fait, t'as ton acompte au moment du paiement final et t'as le paiement final au moment du début du prochain contrat. Ouais, c'est ça. Voilà, si le client est satisfait. Ouais. Donc, quelque part, à la fin, tu finis quand même par avoir un acompte. Puisqu'au début du prochain contrat, il te paye 50%. Voilà, ouais. Et il faut trouver des astuces un petit peu comme ça pour s'en sortir. C'est exactement ça. Mathieu, je reviens sur un truc que tu disais tout à l'heure parce que tu as bien super intéressant pour parler des 3 types de clients. Et je veux revenir sur ce client numéro 2, le type numéro 2. Le client qui arrive. Je veux rentrer un peu plus en pratique, tu vois. Genre là, je vais te demander de me sortir ton petit bloc-notes avec les phrases toutes préfaites et tout. Le client qui arrive, c'est ce qu'il veut et il faut lui expliquer, faire de la pédagogie pour l'amener sur autre chose. En pratique, vous gérez ça comment? Alors moi, j'ai un joker par rapport à ça, parce que j'ai quelqu'un chez moi qui est super bon pour expliquer aux clients qu'il ne faut pas faire ça et que en fait, ça ne va pas bien marcher. Thomas, qui est mon associé qui est à Paris, c'est quelqu'un qui est incroyablement pédagogue. Garde son nom anonyme, histoire qu'il ne se fasse pas débaucher rapidement. Ah, bah non, c'est mon associé, donc t'inquiète, il va pas se faire débaucher. Ouais, ça va, c'est bien protégé. Non, Thomas, il est super bon là-dessus, bien meilleur que nous sur justement la pédagogie et l'explication au niveau d'un client de votre idée, elle est bien, c'est vachement bien ce que vous avez fait, mais on va pas faire ça. Voilà. Ça, il arrive à très bien le faire. Moi, j'ai toujours un peu tendance à effectivement être bienveillant, à essayer de dire voilà, et puis un peu me faire avoir, et puis en fait, au lieu d'avoir signé à 45 secondes, on fait une minute. Thomas, il arrive bien à faire ça, et voilà. Moi, en général, je parle rentabilité au client. Genre, je convertis tous les arguments artistiques en notion, du coup, la vidéo va moins bien marcher, va vous rapporter moins d'argent. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, mais... nous, c'est vrai que ça revient. Nous, on ne dit pas ça. Non, c'est pas un argument... Non, mais le fait de... Parce que souvent, le client, il arrive avec un script qui fait 3 minutes et tu le ramènes à 1 minute, quoi. Enfin, voilà que c'est un peu le... On ne dit pas vraiment que c'est une histoire de rentabilité, mais une histoire d'efficacité, quoi. C'est pas ces mots-là. Les deux, quoi. Et du coup, Cyril, toi, le client numéro 2, tu le gères comment? Le client qui sait tout et qui... c'est un peu... Tu bosses pas avec lui, en fait, ça? Non, ça dépend. Tu vois, des fois, on s'est fait, comme la petite histoire de tout à l'heure, en fait, c'est clairement ça, et on s'est fait manger. Sinon, non, on va essayer de... En fait, souvent, quand c'est des clients type annonceurs, on en a peu, nous, mais quand on en a, ils sont assez à l'écoute, en général, quand même. Enfin, oui. Si tu leur... si on leur dit, voilà, qu'on leur explique bien... Pourquoi ça marche pas, etc. Ils écoutent. Et, le plus dur, je trouve que c'est les agences, ouais. Le mec qui a vraiment une idée hyper, je vais pas dire claire, mais en fait, c'est son métier d'avoir un têtu, tu vois, un mec qui a une idée et bien placé et qui veut pas lâcher ça. Là c'est. Ouais, en même temps, le client, lui, il veut un motion design. Et est-ce que l'agence, c'est pas son rôle ou on va dire sa fonction de trouver une idée? Donc, si toi, tu arrives pour quelque part remplacer l'idée, est-ce que ça met en jeu sa fonction? Ouais, voilà, c'est ça. C'est clair. Il y a un truc d'ego, quoi. Tu dis pas que son idée, t'as pas envie de la faire, mais c'est presque ça. Enfin, c'est un truc de légitimité, quoi. Mais justement, l'ego, moi, je trouve que c'est un sujet super important parce que tu t'as beau avoir, genre... Alors d'ailleurs, j'aimais bien Mathieu tout à l'heure qui disait, en parlant des agences, Mathieu, je crois, si j'ai bien compris, ta solution, c'est de plus bosser pour des agences. C'est ça? En fait, c'est naturellement, ça s'est fait comme ça. C'est que je pense qu'on a été trop relou certaines agences. On travaille encore avec, tu vois, comme je te dis, on fait encore 15% d'agences. Et c'est toujours les mêmes, des agences avec lesquelles on aime beaucoup travailler parce qu'en fait, la personne qu'on a en face, c'est une chargée de production. C'est pas un directeur, ce genre de choses-là. Ce qui fait qu'en fait, ils nous laissent tout faire pour leurs clients et eux s'occupent de la relation client. Et comme ça se passe très très bien. Donc non, en fait, c'est pas qu'on veut pas travailler avec les agences, ce genre de choses-là. Enfin, même si effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines agences avec lesquelles on ne travaillera pas. Et je pense que notre modèle pas fait en fait pour. Ça s'est fait de manière organique. Encore une fois, parce qu'en effet, comme tu le disais, en fait, je
je rejoins ce que disait Cyril aussi tout à l'heure, effectivement, tu as l'ego, tu as un ego qui peut, tu as une idée qui est toute faite, qui est amenée, et en fait, nous, on va dire, c'est pas forcément l'idée qu'on veut pousser, et forcément, ça rentre en contradiction avec ce qu'ils veulent faire. Donc, voilà, je pense que le modèle n'est pas notre modèle. Justement, l'ego, ça se gère comment en fait, l'ego d'un client? Alors peut-être que justement, si ça s'est fait de manière organique, aujourd'hui, vous avez peut-être moins de clients avec des problèmes d'ego. Enfin, je dis pas que le client a un problème d'ego, mais forcément, quand deux personnes travaillent ensemble, il y a toujours, une idée et une autre, donc il y a forcément une relation au rapport d'ego entre les personnes. Comment ça se passe justement pour gérer ça? Parce qu'une même technique avec un client ne va pas fonctionner avec un autre à cause de cette variation d'ego. Non, c'est sûr. Alors nous, au niveau, c'est vrai que ça fait un pote quand j'y pense là, l'ego, on n'a pas tant à le gérer que ça avec les clients avec lesquels on travaille, parce que il y en a beaucoup qui viennent nous voir justement parce qu'ils ont besoin d'aide, plus que tu vois nous dire aujourd'hui c'est votre pote. C'est pas vraiment l'ego, c'est plus l'envie, tu vois. Nous, à la limite, les clients qui sont catégorie 2, c'est ceux qui vont venir nous voir en disant putain, j'ai vu ce film-là de Buck, je l'adore, je veux la même chose. Et c'est là, tu vois, où on sort le pilier du motion design, on sort le pilier de la singularité, où on leur dit, mais en fait, si vous voulez la même chose, c'est pas du tout originaux, et en fait, ça va juste faire pâle copie de ce que d'autres personnes ont fait en mieux, avec plus de budget, tu vois. Oui, et puis d'ailleurs, si Buck avait répondu ça au client, avait dit oui à un client qui lui demandait ça, il n'y aurait pas les vidéos de Buck justement pour prendre en référence. Ouais, mais je pense qu'il y en a quand même une grosse partie d'entre nous qui se retrouvent avec cette typologie de client qui arrive avec un truc tout fait, en disant voilà, moi j'ai adoré cette vidéo-là, alors que justement, nous, notre rôle, c'est de leur dire la typologie de vidéos qui leur vont à eux. Tu vois. Chaque client a une identité, a un univers qui est unique. Et donc, du coup, on essaie de leur faire comprendre, en fait, cette vidéo-là qui a été faite, par exemple, pour Apple ou ce genre de choses-là, ça a été fait pour cette marque-là, bien spécifiquement. Graphiquement, c'est joli, c'est vrai que c'est quelque chose qui défonce, mais en fait, pour vous, ça marche pas. On essaie de leur expliquer, c'est pas une histoire d'ego, c'est plus une histoire, tu vois, comme je te disais, j'adorerais avoir une vidéo de ce niveau-là pour ma boîte. Et sauf qu'en fait, il y a certains clients qui nous posent la question, parfois ils nous demandent, mais est-ce que vous pensez que pour moi, pour ma marque, pour mon produit, le motion design est quelque chose qui est important, cette typologie de film-là est important. Et c'est vrai que nous, on a un rôle de conseil pour parfois lui dire, en fait, non, je pense que c'est pas une bonne idée. Ou en fait, il faut le réfléchir différemment. Le client, mais voilà, c'est comme ça aussi que tu démarres une bonne relation. Et à certains de nos clients, on a démarré des relations en leur disant qu'il fallait pas travailler avec nous. Oui, c'est vrai que c'est important de pouvoir dire ça honnêtement, parce que ça montre que... C'est vraiment, moi je trouve, la relation qu'on peut avoir avec des annonceurs, quoi, parce que nous, il y a un client qu'on a eu qui était arrivé avec un tout petit budget, et en fait il avait des ambitions qui étaient assez importantes, et on lui a dit clairement que c'était pas possible, et en fait on l'a redirigé vers quelque chose auquel on croyait, et en fait au final le projet a fini avec un budget x4, et en fait du coup c'est, tu vois, il y a c'est une espèce de relation au long cours aussi qui est pas mal. Et du coup, pour revenir sur ça, c'est que les clients justement qui arrivent par exemple avec une vidéo de Buck, c'est aussi sûrement lié, j'en sais rien, mais à un manque de connaissance aussi de ce qu'est le motion design. D'ailleurs, ça me fait penser, Mathieu, toi tu fais tes petites phrases du jour, un petit peu chaque jour sur ça, et même moi, tu vois, en tant que motion designer, il y a plein de phrases que tu as sorties, tu peux en parler un petit peu si tu es après de ce projet-là. Il y a plein de phrases qui m'ont fait me questionner profondément sur ce qu'est le motion design. En tant que motion designer, c'était le but. Oui, c'est le but. Alors j'imagine que pour un client, tu vois, est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir des cas où le client arrive, il veut un motion design, mais au final, il n'a pas compris ce qu'est un motion design? Ah, mais 100% du temps. Je veux dire, je n'ai jamais eu un client au niveau de Blackmin qui savait ce que c'était. Dans le sens où, en gros, tu as des personnes qui sont persuadées de savoir ce que c'est en face. Et qui, en fait, c'est de l'animation, quoi. Voilà, quand tu leur expliques vraiment, tu vois, le poids. Et puis après, tu vois, en fait, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que justement, tu vois, je fais mes conférences, que je parle avec différentes personnes qui en font en France, puis même à l'international, tu vois, à Montréal, etc. C'est vrai que mon discours évolue aussi parce que c'est hyper intéressant de voir, tu vois, comment est-ce que le métier a évolué depuis maintenant presque 100 ans, et de voir que les technos, effectivement, ont fait évoluer des choses, que notre approche avec le numérique, etc., a fait évoluer énormément de choses. Tu vois, typiquement, j'ai posé l'autre jour la question de la différence entre designer graphique et directeur artistique. Il y a eu des réponses qui étaient incroyablement intéressantes.
sur le fait que c'est simple, il y en a un qui a un métier, il y en a un qui ne l'est pas. Il y en a un, c'est une posture, il y en a un, c'est effectivement un métier. Et en fait, tu vois, ça me questionne moi aussi sur le sens profond de ce qu'est notre métier, tu vois. Souvent, en fait, les personnes vont considérer le motion design comme une posture ou effectivement comme une typologie de film, alors qu'en fait, c'est un métier. Et tu vois, ne serait-ce que quand tu commences comme ça avec un client, et tu vas avoir quelque chose qui va s'installer tout de suite en fait, la personne que j'ai en face est un expert de quelque chose que je ne sais pas. Et non pas, je veux du motion design ou quelque chose en motion design qui ne veut absolument rien dire. Ça veut dire que je veux telle typologie de film qui, pour moi, me fait penser à du motion design. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et en fait, c'est hyper intéressant, cette relation-là. Voilà. Et comment vous faites justement si pour nous, toi, tu es encore en train de te questionner, peut-être Cyril aussi, sur l'essence du motion design, comment on fait quand on se questionne soi-même pour expliquer à un client ce que c'est que le motion design ? Alors, j'explique ce que c'est mon métier, moi. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'au-delà du sens profond, du pourquoi est-ce que, tu vois, on le retrouve sur le marché, pourquoi est-ce qu'il explose aujourd'hui sur le marché mondial, pourquoi est-ce qu'en France, on a 30 ans de retard par rapport à ça, tu vois, c'est pas un truc que je vais aborder avec le client. Avec le client, ce dont je vais parler, c'est de qu'est-ce que c'est que mon métier aujourd'hui, pourquoi est-ce que je le porte et qu'est-ce que je peux lui apporter. Et je pense que chacun d'entre nous, tu vois, notre posture à avoir avec notre client, c'est juste de lui expliquer ce que nous, profondément, on fait comme métier. Non pas comme typologie de truc, mais comme métier. Pourquoi est-ce que c'est ça et comment est-ce que tu peux lui apporter quelque chose en fait, qui le concerne directement au final. Voilà, exactement. Ce dont il a besoin, quoi. Et Cyril, toi, au niveau de pareil, quand tu dois expliquer aux clients ce qu'est un motion design, parce que là, tout à l'heure, j'ai posé la question, je me dis, mais 100% des clients arrivent sans vraiment savoir ce qu'est un motion design. Donc, Cyril, toi, là-dessus, tu as des difficultés ou alors tu as trouvé une manière d'expliquer aux clients, en gros, au début de contrat? Nous, au départ, en fait, la posture qu'on a, c'est... On se demande pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il veut, tu vois, et du coup, après on l'oriente, mais c'est en fait souvent ce qu'on va expliquer, c'est ce que dit souvent Mathieu, tu vois, c'est que c'est la mise en mouvement, en fait, le design graphique en mouvement, et donc on fait là de la pédagogie, quoi, mais voilà, ça part du besoin client déjà, et D'accord. Bon, on va déjà arriver bientôt à la fin de cette émission. Donc, comme à l'émission précédente, pareil, spoil pour ceux qui ont vu la première édition, j'aimerais conclure avec une dernière question. La toute dernière, si vous aviez un conseil à donner sur la relation client en motion design, un seul et unique, lequel ce serait ? Je vais y réfléchir, je suis en train. Ouais. J'essaie de ne pas être redondant par rapport à ce que j'ai dit au départ. Parce que... En gros, là, il faut filtrer, tu vois, il faut trier et tu n'as plus le droit de dire qu'une seule phrase qui doit impacter le plus possible pour les auditeurs qui sont là. D'ailleurs, le temps que vous réfléchissez, j'en profite pour dire, bon, les auditeurs ne sont pas montés aujourd'hui, mais n'hésitez pas dans les prochaines éditions à monter. Voilà, vous levez la main tout simplement, vous parlez avec nous à la cool, vous préparez votre petite bière, vous vous calez dans votre fauteuil. Et on discute ensemble parce que c'est surtout l'échange et surtout le fait de partager des points de vue, des expériences. Comme chaque expérience client est unique, chaque projet de motion design est unique. On a une infinité d'histoires à entendre et c'est en partageant nos histoires dans notre métier qu'on va réussir à avoir une vision plus globale. Voilà, plutôt que d'attendre juste d'avoir nos propres expériences et de faire 5 fois la même erreur, on peut déjà un petit peu prendre de l'avance sur nos prochaines baffes en écoutant les baffes qu'ont reçues les autres. Voilà pour le petit message aux auditeurs. Est-ce que c'est assez de temps pour réfléchir ? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le partage d'expérience. C'est ce qui fait qu'on progresse et qu'on parle de notre métier. Ma phrase, en fait, ça va être un résumé de ce que j'ai dit depuis le départ. C'est il faut s'obliger à faire de la pédagogie avec les clients. Il faut toujours être dans l'accompagnement au niveau de ce qu'ils veulent, de faire de la pédagogie en premier, mais toujours dans un respect mutuel. S'il y en a un des deux qui manque de respect à l'un ou l'autre, ça ne sert à rien de faire le projet. D'accord. Alors, Cyril, cette fois-ci, tu n'as pas le droit de dire que Mathieu... De dire la même chose, que c'est de la pédagogie. Forcément, ouais, je vais rebondir. C'est la même chose, quoi. C'est pédagogie et aussi pas oublier qu'en fait les clients, c'est ce qu'on
qui nous permet d'avancer en fait, et du coup qui finit sur notre portfolio, et qu'en fait il faut chaque fois qu'on sort un projet, il va avoir une visibilité, et du coup les clients sont importants dans ce sens-là, parce que derrière c'est ce qui nous amène d'autres projets en fait, c'est ce qui veut bien les choisir en fait. Voilà. Ouais, ta phrase, pour pas que ce soit la même que Mathieu, ce serait n'oubliez jamais que ce sont les clients qui font votre portfolio. Peut-être une phrase comme ça. Ouais, peut-être, voilà, tu vois, je veux bien savoir, ne pas faire les choses forcément comme elles viennent en fait, essayer d'avoir une vision peut-être. Voilà, c'est pas tout à fait la relation, mais et du coup ça induira une relation intéressante, parce que du coup c'est des choses qui vont forcément te plaire derrière, parce que tu les auras un peu anticipées. D'accord. Alors du coup, moi j'ai noté les 2 phrases de fin. Je sais pas ce que vous en pensez en termes de résumé. J'essaie toujours de faire. Je peux t'en rajouter juste une. Je pense que c'est important que ça rebondit en fait par rapport à ça. C'est ne pas considérer qu'un client en fait c'est un con, mais souvent se rendre compte qu'en fait en face c'est juste qu'il sait pas. Oui. Mais qu'en France c'est trop compliqué et trop difficile de dire qu'on sait pas, et souvent on a des attitudes à la con à cause de ça. Mais en fait, bien partir du principe que le client que vous avez en face, son attitude, c'est très souvent du fait qu'il n'a pas conscience, il manque de pédagogie par rapport à ça. Oui, il n'y a pas du tout à condamner ou à juger le fait que quelqu'un manque de connaissances, et c'est peut-être nous les mieux placés pour transmettre avec amour tout ce qu'on sait. Et si on le transmet avec amour, en fait, forcément, il va apprécier le fait d'apprendre en fait de nous. Voilà, je pense. Alors, du coup, les 3 petites phrases de résumé pour l'audience et pour la fin de cette 2e édition, ce sera de toujours faire de la pédagogie dans la bienveillance, ne pas faire les choses comme elles viennent, et ne pas considérer qu'un client est un con. C'est juste, il ne sait pas. Est-ce que c'est résumé comme il faut ? C'est parfait. Je vais t'emprunter ça ce soir, et tu vois, je vais le mettre dans ma phrase de. Magnifique. On t'aura aidé à créer une nouvelle phrase du jour. Avant de terminer l'émission, est-ce que tu peux juste faire une petite phrase pour nos auditeurs, pour présenter un petit peu ce que c'est que ces petites phrases de chaque jour que tu fais ? Bah écoute, j'en suis à la 316e ce soir. C'est quelque chose, je pense qu'on était à la sortie du premier confinement quand ça m'est arrivé. Quelqu'un m'a dit, tiens, est-ce que tu pourrais expliquer ton métier en une phrase ce soir ? Et c'est ce que j'ai fait. Et puis en fait, je me suis dit, mais en fait, je pense que je pourrais faire ça tous les soirs, de chercher une phrase qui généralement est le résumé de ce qui s'est passé dans ma journée, ou une envie de faire un peu de culture, tu vois, par rapport à notre métier, ou ce qui entoure notre métier. Et en fait, ce que je veux montrer par rapport à ça, parce que je vais m'arrêter à la phrase 365, ça fera exactement 1 an, donc c'était le 27 avril, je crois, c'est de montrer qu'on peut parler de notre métier tous les jours. En fait, il y a plein de choses à dire sur notre métier. On peut y associer une image à chaque fois qui a un rapport avec la phrase, puisque les images que j'associe à mes phrases, c'est très souvent des choses que l'on a produites, nous, au niveau de Black Mill, ou des choses que des artistes ont produites en rapport avec l'artiste que je présente dans ma phrase. Et que voilà, on peut tous, tu vois, faire un effort par rapport à notre métier, et faire en sorte que tout le monde puisse en parler et tout le monde puisse le connaître du mieux possible. C'est des phrases qui amènent des questionnements, c'est des phrases qui sont là pour nous faire plus grandir, quoi. C'est vrai que ça fait réfléchir. Moi, chaque matin, je me dis, tiens, quelle phrase je vais voir aujourd'hui, et je croise les doigts que ça me fasse pas trop cogiter, parce que des fois, je suis là et ça me laisse vraiment les yeux dans le vide en mode merde, quelle question. La phrase de ce soir, tu la connais du coup? Oui, voilà, je vais réfléchir là-dessus cette nuit. On peut retrouver ça où du coup? Sur Twitter? Alors sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, je poste sur les 3 réseaux sociaux, puisque en fait c'est marrant, mais c'est 3 communautés complètement différentes, et en fait j'ai des retours très différents sur chacune des communautés, et c'est là où aussi je me rends compte que LinkedIn est hyper puissant pour justement tout ce qui va être client et ce genre de choses là. C'est tellement plus puissant que les autres réseaux sociaux. C'est aussi comme ça que j'ai remarqué qu'en 1 an, Facebook était complètement en train de disparaître. Tu vois, c'est clairement, c'est assez impressionnant. C'est fou. J'ai pas encore été voir d'ailleurs sur LinkedIn, donc je pense que je vais aller relire toutes les questions avec les réponses de LinkedIn. Je vais passer une très très bonne nuit. Bon, eh bien, c'est peut-être du temps à perdre, parce que ouais. On va avoir droit à un petit recueil des citations de Mathieu Colombel ou pas? De quoi? Eh ben, je me posais la question. Tu sais que, Cyril, je suis en train d'écrire un bouquin sur notre métier. C'est vrai? Ouais, complètement. Et c'est sacrément du taf. C'est pour alors, faire en sorte de créer un précédent, tu vois, en France.
Et je pense que tu vas avoir une partie de recueil dedans qui vont reprendre certaines de ces phrases-là. Et comme je te disais, en un an, je me suis rendu compte que dans certaines phrases, j'avais dit des belles conneries quand même. Tu vois, donc c'est comme quoi. Écoute Mathieu, quand ce livre sera prêt, tu seras le bienvenu pour qu'on fasse une petite émission consacrée à ce livre. Ce sera avec plaisir. Écoute, c'est pas tout de suite, mais avec plaisir, c'est gentil. Voilà, on a le temps. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, qu'on a bien échangé. J'espère que l'auditoire a apprécié cette petite heure. On arrive déjà à la fin de cette deuxième édition. C'était la dernière fois pour l'instant qu'on va faire la relation client. On va changer de thématique pour la troisième édition. On va peut-être aussi faire un sondage pour voir quel est le sujet auquel les gens ont le plus envie sur lequel les gens ont le plus envie de discuter sur le motion design. On va faire un petit sondage sur Facebook, sur LinkedIn aussi, comme Mathieu disait. Voilà, donc je voulais vous remercier à tous pour cette deuxième édition. Je te remercie Mathieu, je te remercie Cyril d'avoir répondu présent. Dans 2 semaines, du coup, troisième édition, et on sera à nouveau avec Loïc, qui nous a bien manqué, mais il aura le replay comme vous tous sur YouTube. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se dit à dans 2 semaines pour la troisième édition de ce podcast Motion Beer, l'émission pour les motion designers. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Salut.